Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. L'hypertension artérielle, une tueuse silencieuse qui atteint aujourd'hui tout âge sans distinction. Selon l'OMS, un adulte sur 3 souffre de cette affection cardiovasculaire. C'est donc la pathologie chronique la plus fréquente. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis, mais leur croissance exponentielle crée une dépendance chez les utilisateurs. Enfin, Docker béninois occasionnel la vie des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants. C'est le titre d'un ouvrage qui traite des conditions de vie et de travail d'une catégorie d'acteurs de l'économie portuaire. Son auteur est l'invité de Luvaïus Balogun. Plus de 70% des personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle se trouvent malheureusement en Afrique. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winanton nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser et bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles.
ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. Allons maintenant au Gabon pour parler de la drépanocytose. Environ 25% de la population sont porteuses asymptomatiques. Le quotidien des personnes atteintes est rythmé par des douleurs récurrentes, une grande fatigue et des crises potentiellement mortelles. Les soins très coûteux et les spécialistes sont rares. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Chaque fois qu'elle en a l'occasion, Claudine profite de moments simples de la vie, comme se promener dans son quartier de Libreville avec sa nièce. Mais de retour à la maison, la jeune femme doit à nouveau faire face à un quotidien fait de lourds traitements médicamenteux. Claudine est atteinte de drépanocytose depuis petite, une grave maladie génétique et héréditaire endommageant les globules rouges du sang, provoquant d'imprévisibles et violentes crises allant jusqu'à paralyser ses membres et ses articulations. On est là, on se réveille un bon matin, on est en bonne santé et puis vers 13-14 heures, ça nous chope. On commence à avoir mal, petite fraîcheur, la douleur et puis ça s'intensifie au fur et à mesure. Faute de prise en charge rapide, les crises provoquées par la drépanocytose peuvent être mortelles. Dans ce centre de santé qu'il a créé, le docteur Bier s'occupe essentiellement de personnes atteintes par cette maladie. Antidouleur, perfusion, bilan, les défis sont quotidiens pour leur survie lorsque chute leur taux d'hémoglobine. L'anomalie de la drépanocytose est dans le sang et le sang passe partout. Ce sont des malades qui viennent pour le plus souvent pour des problèmes de douleur et d'anémie. Parfois, ils sont atteints d'infections. Mais au Gabon, la prise en charge reste inégale et surtout, les soins remboursés à hauteur de 30% par la sécurité sociale pour les plus pauvres sont très coûteux. On retrouve tous les spécialistes qui se réunissent. D'où le plaidoyer que mène régulièrement cette association pour la construction d'un centre de prise en charge et de recherche dédié à cette maladie dont au moins 25% de la population est porteuse asymptomatique. Nous, ce que nous voulons, c'est que, au niveau du gouvernement gabonais, les mesures soient prises afin que les drépanocytaires soient mieux traités, soient mieux suivis. Chaque année, près de 200 enfants succomberaient à la maladie. Selon l'OMS, c'est l'un des problèmes de santé publique majeurs au Gabon. La faim menace plus que le Covid-19 selon un nouveau rapport de l'ONG Oxfam. Si aucune mesure n'est prise, la famine risque de causer plus de morts que la pandémie de Covid-19. Cette année, selon les statistiques, 11 personnes peuvent mourir de faim et de malnutrition chaque minute contre environ 7 par minute pour le virus du Covid-19. Le document stipule que les conflits restent la principale cause de la faim depuis la pandémie. Il pousse plus d'un demi-million de personnes dans des conditions proches de la famine, soit 6 fois plus qu'en 2020. A rappelé que 155 millions de personnes dans le monde souffrent désormais d'insécurité alimentaire, soit 20 millions de plus que l'année dernière. Et nous revenons au Bénin pour parler du digital. À l'aide du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Et plusieurs conséquences découlent de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous éclaire dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui.
L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. Ok. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. Les femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Incursion dans le monde portuaire à travers un ouvrage qui traite des conditions de vie et de travail d'une catégorie d'ouvriers qui constitue un maillon important de l'économie maritime et portuaire. Il s'agit du livre « Dockers béninois occasionnels à vie, sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants ». Il est écrit par le journaliste Yannick Somalon, qui est l'invité de Ulvaeus Balogun. Dès que les navires accostent, ce sont les dockers qui s'occupent de tout ce qu'il y a comme travaux de déchargement ou même de chargement si les navires doivent repartir avec des marchandises qui sortent de notre pays. Lorsque vous prenez un navire, il y a au moins 90% des personnes qui interviennent sur ces navires-là qui sont des dockers. Donc, des gens qui occupent une place très importante dans l'activité portuaire. Je les qualifie d'occasionnels à vie, de sacrifiés à la mer parce que c'est ce qu'ils sont. Vous imaginez, on fait 35 ans de vie, on va à la retraite, mais on n'a que 18 000 francs comme pension. D'autres n'en ont carrément pas droit parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être placés à des postes qui leur permettraient de cotiser correctement comme il faut à la CRSS. Donc, dès qu'ils finissent, la CRSS fait le calcul, leur donne un peu de sous, dit bon, on vous libère et puis c'est fini. Mais ils sont fatigués. Ils ont utilisé toute leur force, toute leur vie au profit de l'économie nationale. Les accidentés, est-ce qu'ils sont dédommagés? Ceux qui meurent sur les navires, sur les quais, comment est-ce qu'on traite leur famille? Donc, il y a toutes ces questions-là que nous demandons de revoir. C'est ce qui est dit dans cet ouvrage. C'est donc un secteur qui n'est pas organisé. C'est organisé, mais c'est le système qui est en place qui cause problème. C'est le système qu'il faut revoir. On peut être docker, passer un moment à être occasionnel, mais à un moment donné, on peut suivre des plans de formation et passer d'occasionnel à une autre étape. Devenir magasinier, par exemple, devenir chef quai, ça dépend du niveau de la personne et ça dépend aussi de ce que la société propose comme offre à ces dockers-là. De façon concrète, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs conditions de vie? Merci Ulvaeus. Pour organiser et améliorer les conditions de vie des dockers, c'est simple. Il suffit juste de mettre en place un test, une convention spéciale pour les dockers qui réorganise le système pour dire oui, quand vous êtes docker, voilà comment vous êtes recruté, voilà ce à quoi vous avez droit. Quand il y a un navire, vous êtes organisé de telle manière parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines, d'autres secteurs dans lesquels les domaines interviennent. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.